Alors, toujours une petite vidéo d'une version un peu résumée du cours que j'ai fait pas mardi dernier, mardi précédent, où un certain nombre d'entre vous sont restés au chaud. Voilà. Alors, donc, petit cours sur l'accessibilité. L'accessibilité, c'est le problème de l'accès à Internet aux personnes qui ont un handicap, aux seniors, handicap permanent ou handicap temporaire. Voilà, donc, et c'est aussi le fait de pouvoir consulter Internet avec une connexion de mauvaise qualité, un navigateur ancien, un ordinateur un peu vieux, etc. Faire en sorte que ça marche quand même dans tous les cas. Quand j'ai un vieil ordinateur, je suis un peu considéré comme un handicapé quelque part. Voilà. Alors, l'accessibilité dans le domaine public. Pour les bâtiments, la voirie, les transports, etc. Donc il y a des lois, etc. On va revenir en détail dessus. Mais l'accessibilité, c'est ce genre d'équipements qui permettent, en plus d'un escalier comme ici, de faire une rampe qui permet aux personnes qui se déplacent avec un fauteuil roulant d'accéder quand même au bâtiment. Mais ça arrange bien, par exemple, la jeune maman avec une poussette et ça intéresse aussi le petit jeune qui se balade en skate, par exemple. Voilà, donc ça, on le met en place pour les handicapés, mais ça arrange d'autres personnes. Voilà. Donc sur Internet, vous verrez que c'est pareil. Donc là, d'autres exemples, en fait, simplement mettre une petite, voilà, des petites choses comme ça. Donc sur Internet, il y a aussi des petites choses qu'on peut mettre parfois sur son site pour simplifier la vie de certains. Voilà, donc le genre d'équipement qu'on trouve aussi sur la voirie, voilà, dans les bus, faire en sorte que la hauteur du trottoir soit la même hauteur que l'entrée dans le bus, etc. Donc ça veut dire que tout ça, c'est faciliter l'accès à Internet, c'est une notion de liberté, la liberté d'accéder à l'information présente sur Internet. Donc la législation est de plus en plus contraignante en fait dans ce domaine. Voilà, il y a des lois régulièrement qui sont votées, etc. Donc un site, on va dire qu'il est accessible. Donc il est accessible quand il fonctionne, comme je vous le disais, avec n'importe quel navigateur, vieux, ancien, tablette, smartphone, etc., PC, Mac, Linux, que sais-je, avec n'importe quelle interface. Une interface, c'est une souris, c'est un pavé tactile, c'est un écran tactile, c'est un clavier. Donc faire en sorte que les moyens qui sont mis à ma disposition pour naviguer sur Internet me permettent de le consulter. Si j'ai la main dans le plâtre et que je ne peux plus me servir de ma souris, eh bien, est-ce que je peux naviguer sur Internet simplement avec mon clavier? Eh bien, c'est possible, parfois, pas toujours, hélas. Faire en sorte que ce soit possible aussi avec tous les systèmes d'exploitation, donc ce que je disais, Mac, Windows, etc. Faire en sorte que si on n'a pas tous les derniers plugins, Flash, QuickTime, etc., que ça marche quand même. Donc Flash, c'est un petit peu obsolète aujourd'hui, mais on peut encore trouver des bouts de Flash, j'en ai encore vu récemment. Voilà, que ça marche aussi avec un moniteur de toute taille, sur un ordinateur, grand écran, un portable, un smartphone. Donc par exemple, c'est faire un site responsive comme celui-ci. Le mien l'est aussi, mais je vais vous montrer celui-là. Voilà, donc quand je réduis la fenêtre, les éléments se redispositionnent de façon différente et ça reste toujours consultable. Voilà. Quand on est sur un petit écran ou un grand écran, ça reste toujours voilà. Bien, donc ça, j'ai oublié de le dire tout à l'heure sur le référencement. Depuis peu, Google favorise les sites qui ont cette option-là, qui ont soit un site mobile, soit un site comme celui-ci qu'on appelle site responsive. Voilà. Alors ensuite, il faut savoir que certaines personnes naviguent sur Internet avec des outils particuliers, comme des loupes d'écran, qui sont des logiciels qui permettent de zoomer dans les pages, des synthétiseurs vocaux, ce sont des logiciels qui lisent
la page. Certains sites internet sont même équipés en direct. On peut lire d'un simple clic le contenu de la page. Le site de la mairie de Grenoble était comme ça à une époque. Je ne sais plus si c'est le cas encore aujourd'hui. Et on a aussi des outils qui permettent de transcrire un site en braille. On pose les mains sur un espèce de clavier qui envoie du braille dans les doigts, quoi. Un texte en mode image ne sera pas lisible avec ces outils, par exemple. Alors, quelques chiffres. En France, 5 millions de personnes et 40 millions en Europe souffrent d'un handicap. Donc, ça concerne tout le monde, c'est pas seulement les personnes handicapées. C'est ce que je vous disais, les trottoirs pour les poussettes, les valises à roulettes, etc. dans la vraie vie. Sur Internet, c'est par exemple ma souris qui a plus de piles, il faut que j'aille naviguer quand même. J'ai une opération, je sais pas, moi je me suis fait opérer de la cornée. Pendant quelques temps, j'étais plus sensible à la lumière, donc il fallait que je baisse la luminosité de mon écran, j'appréciais moins les contrastes, par exemple. Donc il y a sur Internet un retard qui est important dans ce domaine. Donc il faut faire un petit peu attention à ça. La législation évolue, mais c'est pas encore, on n'est pas obligé aujourd'hui de faire un site accessible, d'ailleurs. Voilà. On peut dire que c'est au niveau économique, l'accessibilité devient un enjeu marketing et commercial. Bon, voilà. Ça favorise le référencement de toute façon, de tenir compte de toutes ces choses-là. Donc on sera mieux référencé et on touchera un plus grand nombre de personnes. C'est aussi un certain nombre de sociétés qui font ça pour leur image. C'est-à-dire, nous, on fait attention à ça, on fait attention à tout le monde. Voilà. Donc, différents types de déficiences sensorielles. Les malvoyants, les non-voyants, les sourds, les malentendants. Voilà, donc je vais vous faire un dessin. Les personnes malvoyantes peuvent utiliser des logiciels comme des loupes. Donc c'est un logiciel qui fait ce genre de choses. On a un petit carré qu'on déplace qui zoome sur la page. Mais les navigateurs ont aussi, on a la possibilité de zoomer. Par exemple, si je vais, alors là c'est dans mon menu présentation, si je fais zoom avant, touc. Alors là, j'ai l'option réduire, agrandir le texte seulement, c'est-à-dire que j'agrandis seulement les textes, je n'agrandis pas les images. Hop, j'agrandis le texte, donc on va vite avoir des phénomènes de chevauchement en fonction de la mise en page. On ne gère pas toujours ça très bien. Je reviens en taille réelle et maintenant je vais faire désactiver, réduire, agrandir le texte seulement. Donc là, quand je zoome toute la page. Mais avec le responsive, eh bien en fait, je m'adapte. Voilà. Donc voilà, c'est pas mal quand on fait un site de vérifier ça, de vérifier si quand je fais un zoom, alors je vais faire un raccourci clavier, faire en sorte de voir est-ce que ça marche toujours, est-ce que c'est à peu près consultable dès que je fais un zoom, sachant qu'il y a des gens qui laissent toujours un zoom plus important. Voilà. Donc ça veut dire que mon paragraphe de texte ici, le retour à la ligne, il ne va pas toujours se faire après ce mot-là, donc je ne force pas les retours à la ligne, ce que faisaient un certain nombre de personnes au début du web. Voilà, les navigateurs, ok. Voilà, les retours, les sauts de ligne, j'en ai parlé. Donc les personnes qui sont non-voyantes, c'est-à-dire qui ne voient pas du tout, ont deux possibilités, le terminal braille ou la synthèse vocale. On peut parfois utiliser les deux à la fois. Donc voilà, c'est ça, un outil de synthèse de braille. On pose les doigts sur ces parties ici, et là il y a des espèces de petits ergots là, qui sortent et qui nous donnent des infos. Voilà, ça c'est un autre exemple. Pour les personnes sourdes et malentendantes, il n'y a pas réellement d'aide technique. L'auteur d'un site devra prévoir une alternative texte au contenu sonore présent dans le site. Ça, j'en ai parlé dans l'autre séquence, dans l'autre cours. Une alternative texte, c'est un transcript de ce qui est dit dans la vidéo. Et typiquement, quand j'ai pas d'enceinte, quand je suis dans un bureau avec d'autres personnes, je ne veux pas perturber, je n'ai pas d'enceinte, c'est bien si j'ai un transcript, je l'avais déjà dit tout à l'heure. Alors ensuite, oui, voilà. Donc les personnes qui ont un handicap moteur. Certaines personnes en fait ont des difficultés
pour utiliser par exemple un clavier physique et vont avoir plus de facilité pour utiliser un clavier virtuel. Le clavier virtuel, c'est par exemple ceci. Alors attends, c'est où ma calculette? Bon, là je trouve pas ma calculette. Bon, tant pis. La calculette, c'est un clavier virtuel. C'est un clavier qui est à l'écran, je clique dessus. Voilà, c'est ce qu'on trouve sur les iPads, par exemple. Alors, les écrans tactiles, ils permettent aux personnes ayant des difficultés d'apprentissage d'avoir une approche plus intuitive de l'informatique. Voilà. Par exemple, pour certaines personnes, l'utilisation d'une souris est pas évidente. Le fait de déplacer un objet sur la table qui est en lien avec le curseur sur un écran n'est pas forcément toujours compréhensible. Par exemple, si vous prenez une personne qui a 90 ans, qui n'a jamais vu un ordinateur, vous lui mettez une souris dans la main, vous lui dites de bouger la souris, de regarder ce qui se passe sur l'écran, elle va regarder sa souris, elle ne va pas regarder l'écran. Il va falloir se le mettre en place. Il va falloir intégrer tout ça, quoi. Voilà. Et donc pour certaines personnes, c'est impossible. Tandis que l'utilisation d'un écran tactile, c'est plus simple, c'est plus facile, c'est plus intuitif, on comprend mieux. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut que notre site il marche sur un écran tactile. Donc typiquement, des informations qui apparaissent au passage de la souris, c'est-à-dire que faire en sorte qu'il y ait des infos qui marchent, qui soient visibles que quand le curseur passe sur une zone, et là c'est à proscrire, il faut que ce soit un clic, parce que sur un écran tactile, je n'ai pas cette option. Sur un écran tactile, je peux uniquement cliquer, j'ai pas de curseur, j'ai pas de souris, quoi. Voilà. Ensuite, pour des handicaps plus lourds, il y a des moyens de contrôler des pointeurs par un contrôle oculaire. Le clic se fait en clignant des yeux, etc. Voilà, bon, il y a différents principes avec le menton des joysticks, etc. On ne va pas revenir dans le détail de tout ça. Voilà, mais ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui naviguent seulement comme s'ils avaient une souris et un clic. Donc, tout ce qu'on doit faire au clavier n'est pas possible. Voilà. Alors, c'est en mai 99 que le W3C, donc c'est un consortium de fabricants de matériel, de programmeurs de logiciels, etc., qui se sont assemblés pour faire un certain nombre de règles sur l'accessibilité sur le web. Ça date de 99. Donc il y a une espèce de document qui fait référence à tout ça, qui permet d'inclure un certain nombre de lois, de règles à respecter. Alors, quelles sont ces règles, ces solutions qu'on doit apporter à notre site pour faire en sorte qu'il soit accessible? Alors, les images qui sont toujours présentes sur un site internet doivent impérativement contenir la balise Alt, la balise de texte, la balise avec le texte alternatif. J'en ai parlé dans le référencement, elle est très importante pour le référencement, elle est aussi très importante dans ce cas-là. Ici, c'est du code HTML. Alors ça c'est une bêtise, c'est pas href, c'est IMGSRC que je devrais avoir ici, pour intégrer une image. Donc là c'est le lien sur mon fichier, et le texte alternatif, un bébé chat. Voilà. Alors, on peut dire qu'il y a différents types d'images. Il y a les images de présentation de page, qui n'ont pas une véritable information, qui n'ont pas d'intérêt informatif. C'est les fonds de page, les bandeaux d'illustration, etc., les fonds matière, etc. Voilà, donc images de présentation de page. Les images possédant une information courte. Par exemple, c'est au milieu d'un contenu, je vais mettre le portrait d'une personne, quand je parle de lui, ou la photo d'un monument, ou la photo d'un groupe, d'un artiste, etc. Une information courte. Ensuite, j'ai des images qui ont un fort contenu informatif. Par exemple, une copie d'écran d'un tableau avec des chiffres, une œuvre d'art composée, une photo avec beaucoup de choses dessus, une vue aérienne avec beaucoup d'éléments, etc. Pour ces trois éléments, pour les images de présentation, on peut mettre une balise Alt vide. C'est pas grave si on met une balise Alt vide. Il vaut mieux mettre une balise Alt vide que de ne pas mettre de balise Alt du tout.
parce qu'un synthétiseur vocal, quand il va lire la balise, il va lire le nom du fichier. S'il n'a pas d'intérêt, on donne une info qui n'a pas d'intérêt. Si la balise alt est vide, on lui dit passe ton chemin, c'est pas important. Voilà. Pour les images qui possèdent une information courte, évidemment, on doit mettre un petit texte qui explique ce que c'est, portrait de machin truc, photo du machin, la photo du groupe bidule, etc. Pour les images qui ont un fort contenu informatif, alors soit on peut mettre une balise alt un petit peu longue, mais c'est pas recommandé de faire des balises qui fassent 3 paragraphes. Donc il y a une autre possibilité qui est le long desk, qui permet de faire un lien sur une page qui contiendra un texte de résumé. C'est assez peu utilisé, mais on a la possibilité de faire ça. Voilà. En ce qui concerne les éléments sonores et vidéo, une alternative texte qui reprend l'intégralité des parties parlées ou chantées, les textes parlés ou chantés, les bruits importants, qui peuvent donner une information. On peut utiliser aussi les balises alt et long desk pour apporter une description. Pour les vidéos, c'est bien de mettre des sous-titres. Alors, les fournisseurs de vidéos en ligne comme YouTube proposent des outils pour faire ça, pour sous-titrer nos vidéos. C'est de plus en plus facile à faire, pour pouvoir aussi le faire dans plusieurs langues. Donc c'est bien pour le référencement, c'est bien pour l'accessibilité. Il faut penser aux personnes qui ont des problèmes et aux personnes qui n'ont pas d'enceinte ou qui ont des voisins qui ne veulent pas embêter leurs collègues de travail. Les textes. Alors, le truc auquel il faut faire attention, c'est les contrastes. Donc, pas écrire du texte gris clair sur un fond blanc, ou du texte gris foncé sur un fond noir, ou du texte vert sur un fond bleu, qui peut, même si on arrive à le lire, apporter plus de fatigue visuelle. Quelqu'un qui a une très bonne vue, qui n'a pas de problème, devra plus forcer pour lire un texte qui a peu de contraste, contrairement à un texte très contrasté. Donc l'idéal, c'est de faire un texte noir sur fond blanc ou l'inverse. D'augmenter le contraste au maximum. La taille des textes, le choix des typos, tout ça doit servir au confort de lecture. Donc mettre des typos exotiques en feu, etc., à l'envers, moitié illisible, etc. C'est joli, c'est super, mais c'est pas forcément l'idéal. Bien sûr, on respecte les règles de ponctuation. Un synthétiseur vocal, quand on va dire c'est l'heure de manger les enfants ou c'est l'heure de manger les enfants, ça n'a pas du tout le même sens. Donc on fait gaffe à la ponctuation. Des exemples comme ça, il y en a plein, des rigolos comme ça. Alors, on évite les animations, les gifs animés, les animations flash, les trucs qui clignotent, les trucs défilants, etc. C'est pas recommandé de les utiliser. Il y a certaines personnes qui ont un peu du mal avec ça. Et puis de toute façon, un truc qui bouge, c'est de plus en plus assimilé à de la pub. Donc on va éviter de faire des trucs qui clignotent sur notre site, des trucs qui bougent, etc. Si on met une vidéo, on met une vidéo, mais faire des trucs pour attirer l'attention, ça fait arbre de Noël, c'est pas forcément super, c'est pas forcément très joli, donc on évite. L'ouverture de liens dans une nouvelle fenêtre, gros sujet sur Internet, chez les développeurs. Deux camps, ceux qui pensent qu'on peut parfaitement ouvrir des liens dans une nouvelle fenêtre, c'est d'ailleurs depuis quelques temps très courant sur les réseaux sociaux, même d'ailleurs dans les moteurs de recherche, sur les sites de médias, sur les médias en ligne. Quand on clique sur un lien et qu'on sort du site, on ouvre une nouvelle fenêtre. Ça perturbe certaines personnes, il faut le savoir. Donc certaines personnes se battent pour que les liens se fassent dans la fenêtre courante. Ce qu'on peut faire, il y a une alternative aussi, c'est quand on a un lien en interne. C'est un lien souligné, on indique que c'est un lien. Quand c'est un lien qui ouvre une nouvelle fenêtre, on met un petit picto à côté avec une petite flèche, un petit carré qui indique que quand on clique ici, on va sur un autre site dans une autre fenêtre. Ça c'est un petit truc qu'il est bon de mettre en place. Par exemple, je peux vous montrer... Non, je ne peux pas vous montrer ce site-là, il n'est pas encore en ligne. Le formatage des textes. Alors, comme pour le référencement, utiliser des balises H1 pour les titres, en avoir qu'un seul, etc. Là,
le synthétiseur vocal va dire le titre de cette page est patati patata en prenant ce qu'il trouve dans la balise H1. Donc c'est très 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 important ces balises. Si on a un titre, le titre de ma page, il est toujours dans une balise H1. Hein, c'est pas simplement pour le mettre plus gros que les autres, c'est aussi pour indiquer à un certain nombre d'outils que le titre de ma page, c'est ça, c'est la sémantique. Hein. Voilà, bon après c'est des trucs techniques du HTML, on va passer là-dessus, pour vous c'est pas important. Alors, sur le contraste, je vais vous montrer un petit exemple, on va arrêter je vais arrêter de vous lire mon truc. Hein, si je veux tester mes couleurs, j'ai différents outils, il y a celui-là, hein, entre autres. Donc si j'ai, par exemple sur mon site, cette couleur orange, je l'applique ici. Comment ça marche avec foreground color, c'est la couleur de fond, et un texte écrit. Non, background color, c'est le fond, et le foreground, c'est la couleur de mon texte. Donc ça donne ceci. Et bien ça, il me dit que ça n'est pas compliant, donc ce n'est pas accessible. Si par contre je passe mon texte, premier plan, hop, alors déjà en bleu, c'est presque accessible. Et si je le passe en noir, et bien là, c'est tout bon. Voilà, donc je peux faire joujou avec ça, essayer. Donc évidemment, un texte qui est gros, on pourra plus facilement faire l'impasse sur un texte qui est gros, gras, etc. On pourra un petit peu plus faire l'impasse sur ça, mais c'est pas mal de vérifier. Et le mieux, c'est de se conforter à tout ça. Voilà. Alors oui, quelques petites choses. Bon, voilà, il y a des conseils. Une petite page d'aide qui explique les grands principes de navigation du site. Bon, si on a un site avec juste une barre de menu en haut, bon. Par contre, si on a quelques petites complications, des éléments qui apparaissent, qui disparaissent quand on clique sur certaines zones, des liens qui envoient sur un téléchargement, qui envoient sur un site externe, etc., avec des icônes et tout, et bon, on peut peut-être faire une petite page qui explique tout ça. Voilà. Une page de plan du site qui permet de pointer sur l'ensemble des pages en donnant une vision globale du site. Voilà, donc ça on le retrouve de plus en plus parce que c'est bien aussi pour le référencement. En bas des pages, c'est-à-dire que j'ai en bas de ma page tous les liens, comme si j'avais tous mes menus qui étaient tous ouverts. Ça c'est bien de le faire à la fois pour le référencement et à la fois pour l'accessibilité de mon site. Ou ça peut être des liens sur les pages principales, c'est pas forcément toutes les pages. Hein. Un petit moteur de recherche, c'est bien aussi, hein, ça permet de rechercher une information sur un mot, etc., plus rapidement, plus simplement, au lieu d'aller naviguer dans les menus ou les sous-menus. Alors on peut s'assurer aussi que la navigation au clavier est possible. Hein, donc si on va voir un site, alors je crois que sur mon site c'est pas en place, hélas. Non, je ne l'ai pas fait. Non. Mais les grands sites de presse, comme quoi, hein. Si je vais voir libération.fr, est-ce que je peux naviguer au clavier? Alors, je n'ai peut-être pas forcément le navigateur aussi qui fait ça. Oui, ici, voilà. Ici, si je navigue au clavier, je rentre la touche Tab, eh bien, je passe d'un élément à un autre. Alors il faut repérer, hein, c'est pas toujours évident. Mais apparemment c'est en place, c'est pas super bien. Apparemment c'est en place. Si je fais Enter, ça me fait quoi? Si, ça m'envoie sur une page. Bon, j'étais sur un article, donc ça veut dire que c'est en place, mais il y a certains systèmes qui permettent de faciliter tout ça. Voilà. Voilà, petite introduction. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On a fait qu'un petit survol. C'est vraiment, il y a des gens dont c'est le métier de rendre les sites accessibles. Il y a un certain nombre d'ouvrages, de sites internet qui parlent de ça. Pour aller plus loin, là c'était vraiment un premier petit survol. Voilà, donc pour l'examen, si dites-moi si les images ont des textes alternatifs, si les textes sont suffisamment contrastés, allez faire le test pour récupérer la couleur. Je vous montre, moi j'ai un outil qui fait ça. Voilà, sinon vous récupérez vous essayez de vous rapprocher le plus possible de la couleur que vous avez, que vous voulez tester. Alors, si vous voulez tester un bleu, vous faites un joujou avec ça. Voilà, on arrive à recomposer à peu près les couleurs. De toute façon, je ne serai pas très méchant.
Voilà.